BNP Paribas. KGMAP, les locataires ont mené l'enquête. Et selon eux, les travaux à prévoir pour cet immeuble vieux de 30 ans seraient sous-estimés. C'est Laurent. Ça va bien? D'accord. Ça va bien. Il s'appuie sur la comparaison de 2 diagnostics techniques. Celui établi par le précédent propriétaire, Gessina, lors de la vente à BNP il y a 1 an, et celui que BNP fournit aujourd'hui aux acheteurs des appartements. Les locataires soulignent des incohérences. Alors, sur les 3 bâtiments, une usure nette des toitures en zinc a été constatée. C'est le diagnostic. Donc, travaux préconisés, des travaux de réfection des couvertures zinc et des complexes d'étanchéité seront à prévoir pour l'ensemble du bâtiment à moyen terme entre 5 et 10 ans. Et pour chaque immeuble, le coût estimé est de 100 000 €, ce qui fait quand même un total de 300 000 €. Donc ça, c'est Gessina qui dit ça à BNP Paribas quand ils achètent. Exactement. Et BNP Paribas, ils disent quoi à leurs prochains acheteurs? Rien du tout. Sur la toiture, il n'y a rien. Pas d'amélioration envisageable, état satisfaisant. Donc, pour eux, il y a eu un coup de baguette magique ou... C'est certainement, le Père Noël est venu une nuit, il a refait toutes les toitures et c'est cadeau. L'intérêt dans les genres d'opérations de vente à la découpe, c'est surtout de vendre très vite, de prendre sa plus-value et de partir très vite. Et dans tous les documents de vente, il est bien indiqué que le vendeur est au courant de l'état de ce qu'il achète. Et avec des documents comme cela, je ne suis pas sûr vraiment que les futurs copropriétaires soient vraiment au courant. J'ai fait les calculs. Si le premier diagnostic établit plus de 550 000 € de travaux en 2012, celui de BNP Paribas, 1 an plus tard, ne fait état, lui, que de 58 451 €. Que disent les commercialisateurs de BNP Paribas aux futurs acquéreurs? En caméra cachée, je me fais passer pour une acheteuse. C'est un appartement qui a été libéré et qui est vide. Même est de 83. 83. Voilà. Et quels sont les travaux? Il n'y a pas de gros travaux, donc les travaux, tout a été fait, entre guillemets, tout ce qui était obligatoire a été fait. Il n'y a pas de ravalement prévu pour le moment. Pas de ravalement, pas de toiture? Non, les toitures sont en très bon état. Il y a eu un diagnostic qui a été fait sur l'ensemble de l'immeuble. D'accord. Rien à déclarer donc. BNP Paribas m'avait promis une explication officielle que je n'ai jamais obtenue. Que font les pouvoirs politiques pour protéger le logement menacé par les appétits financiers? KGMAP, l'heure est à la mobilisation et à l'interpellation. Bonjour. Ce jour-là, aux côtés de Jérôme, des associations de toute la région parisienne. Oh, c'est excellent le truc qui est dessus. Bonjour ma grande. Pour ces centaines de familles concernées, l'objectif, faire pression sur les politiques. La lutte contre les ventes à la découpe, c'est une des dimensions de la lutte pour le droit au logement pour tous. Et En tête d'affiche, le maire du 10e arrondissement, déjà bien en campagne pour les municipales. La ville s'est engagée à racheter elle-même les appartements des locataires qui ne pourraient pas racheter leur logement et qui veulent rester. Et je me bats pour que cet engagement soit mis en œuvre. Donc ça, vous vous engagez à la fin des 2 mois de préemption des locataires. Donc une fois que les 2 mois seront passés et qu'ils ne se seront pas portés acquéreurs, vous vous engagez à acheter leur appartement. Je ne suis pas maire de Paris, mais je m'engage à me battre pour que cet engagement pris soit mis en œuvre. De bonnes intentions. À ce jour, la mairie n'a pourtant préempté aucun appartement. Si les classes moyennes parviennent de plus en plus difficilement à se loger dans la capitale, les plus pauvres, eux, sont totalement exclus du marché locatif privé. Ils rejoignent les cohortes des mal logés, dans des caves, des parkings ou des hôtels. Allez, réveille-toi, ma chérie. C'est bon? Pour moi, la crise du logement a pris le visage de Souad et de ses 3 petites filles. Oui, je suis là, maman. Depuis 1 an, elles sont logées dans des hôtels d'urgence par le SAMU social. Comme on n'a pas de micro-ondes, on ne cuisine pas, on ne fait rien du tout dans la chambre, c'est juste pour se doucher et dormir. Donc j'ai de la chance d'avoir un radiateur. Je mets la bouteille par-dessus, vers 4 h du matin. Je l'allume et elle échauffe. Vers 6 h, quand je me réveille, le lait est bien chaud. Le SAMU social de Paris
loge 16 000 familles en grande précarité chaque soir. Les lieux d'hébergement sont engorgés. Régulièrement, Swad doit changer d'hôtel. Aujourd'hui, c'est son dernier jour ici. Elle ne sait pas où elle dormira ce soir. Et vivre dans une chambre d'hôtel? Je le souhaite à personne. Même si c'est mon père ennemi, je ne le souhaite pas. Pourquoi? Parce qu'on ne profite pas de la vie. Je ne peux pas. On vit le jour de jour, en fait. C'est comme si on est sans abri dans un... C'est pas une vie du tout. Du tout. Non, avance. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, tu descends. Tu prends avec toi un sac et ton sac d'école. Dépêche-toi. Chut. Tunisienne, Swad est arrivée en France il y a 15 ans. Ses filles sont nées ici et sont scolarisées à Paris. Tous les jours, elle parcourt 30 km pour les emmener à l'école. Caissière en CDI dans la grande distribution, elle n'a pas les moyens de loger sa famille à Paris et attend un logement social depuis plus de 5 ans. Ils n'ont pas la vie comme tous les enfants qui doivent mériter, quoi. Pas grand-chose, juste un toit qui puisse s'épanouir tranquillement comme tout le monde, quoi. Regardez l'autre, la petite, elle s'endort. Donc si on arrive et on dort au milieu de cours, qu'est-ce qu'on va apprendre? Moi, je veux qu'il fasse un niveau de vie, un niveau d'études que j'ai jamais eu et que je voulais vraiment y arriver, mais voilà, c'est... Ils ne sont pas dans les meilleures conditions pour ça, madame? Non, pas du tout. Après avoir déposé ses filles à l'école, Swad, en congé parental, passe une partie de son temps dans sa voiture, au téléphone, avec le SAMU social. Est là pour vous informer et vous orienter. Merci de patienter. Nous allons prendre votre appel. Hello, you have reached the 115. Ça peut durer 20 minutes, comme ça peut durer 1 heure, comme ça peut, au bout d'1 heure, ça coupe et après il faut rappeler. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, ma prise en charge, ma prise en charge, elle termine le 12 et ils m'ont dit que je rappelle le 13. Ça a été pris en compte, mais on n'a pas eu de place. Donc moi, je note votre nom et je vous rappelle après. Hein. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. J'attends votre appel avec patience. Ok, à tout à l'heure. Au revoir. Okay, merci, au revoir. Doucement, 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 ça va le jour. Doucement, doucement, à pas de velours. Quand elle ne sait pas où dormir le soir, Swad se rend chez son amie Asma, rencontrée dans une association de mal logés. Elle vit dans le 18e arrondissement, au 6e étage. C'est la deuxième maison. Heureusement, pour moi. Tu veux du café au lait ou du café noir? Je veux plus rien. Asma vit avec ses 3 enfants dans ce 26 mètres carrés insalubre. Employée de la mairie, elle paye 700 € de loyer. En France, on compte 500 000 appartements indécents habités. Vous avez une douche qui est pas dans un très bon état, donc plein d'humidité. Vous en avez là, vous en avez derrière le canapé. Ça encore, ça va. Donc là, c'est la chambre des enfants. Donc qui sert de penderie, de chambre, de salle de jeu, enfin si on peut dire entre guillemets. Et donc ici, vous vivez depuis combien de temps? Depuis 2001. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Voilà, mes enfants, ils sont nés, ils ont grandi
Ils en ont marre. Comme moi, j'en ai marre. Et malgré tout, vous hébergez les copines? Oui, parce que je la connais, on faisait partie de l'association Le DAL. Et sa situation m'a touchée. Enfin... Non, parce que je comprends pas. Excusez-moi. Enfin, je rigole, j'essaye d'être positive, mais c'est pas possible. Ma situation est déjà précaire, mais la sienne, c'est catastrophique. Donc on est obligé d'être solidaire, on est obligé de se dire non, c'est pas possible, on va pas vivre dans son petit monde égoïste en disant non, moi d'abord, on va passer, il me faut mon logement. Enfin, quand je la vois, elle a 3 enfants, elle est seule. Moi, je peux pas. Le seul espoir de Souad et Asma réside dans l'obtention d'un logement social. Asma est sur liste d'attente depuis 10 ans. Toutes les deux sont reconnues prioritaires d'Allo. Depuis 2007, la loi permet en effet aux mal logés de faire valoir leurs droits. En théorie, l'État doit leur garantir un logement dans les plus brefs délais. Je suis déclarée droit au logement opposable depuis le 21 novembre 2008. Il faut savoir que en fait, je suis désignée donc, prioritaire et devant être relogée en urgence, dans un délai de 6 mois, depuis le 21 novembre 2008. Donc, c'est marrant. On finit par en rire quand on se dit, d'accord, dans un délai de 6 mois, ça fait 5 ans. À aucun moment, ils disent ni on est à quel statut, en quelle position, combien de personnes avant nous, si prochainement on va recevoir une proposition ou votre dossier il est sur le bureau avec les dossiers qui vont passer à la commission dans 2-3 mois par exemple. Si on attend tout ce temps-là et mon dossier il est derrière le bureau, il est tombé comme au hasard, il a glissé, il est tombé, il reste coincé là-bas. Ah ben, jusqu'à ce que je fais 99 ans, je ne vais jamais avoir un logement. À Paris, les prix sont si élevés que les demandes de logements sociaux ont augmenté de 50% ces 5 dernières années. Le système est à bout de souffle. Dès lors, le moindre coup de pouce compte. Souad et Asma ont mis 3 mois à obtenir un rendez-vous avec une élue du 18e arrondissement, dans l'espoir qu'elle les aide. Comment vous vous sentez, Souad? Un petit peu stressée. Pardon? Stressée. Pourquoi? Parce que j'ai tellement à dire que là, pour le commencement, je ne sais pas ce que je dois dire en premier. Je sais que ça va venir tout seul, mais voilà. J'ai pas besoin ni l'aide pour l'électricité, ni pour nourrir mes enfants. Je me débrouille. Je gère tout toute seule. Je me débrouille pour tout. Donc c'est juste le logement qui me bloque. La problématique, c'est que vous êtes sur un logement de type au minimum F4, qui correspond à peu près à la composition de votre famille, et que l'année dernière, on n'en a eu que 4 qui pourraient correspondre à votre situation. Enfin, financière, sociale, voilà. Donc 4, c'est ridicule. Le problème dans le 18e, c'est que voilà, on a près de 13 000 demandeurs de logement. Donc c'est un nombre absolument considérable. C'est le plus fort. Les plus fortes demandes sont faites. Enfin, c'est le chiffre le plus fort de tout Paris. Et combien de logements attribués pour la mairie? L'année dernière, on en avait 77. On a attribué 77. Pour 13 000 demandes. Voilà. Pour Souad, l'espoir d'une solution dans les mois à venir s'amenuise. Paris construit 2500 logements sociaux par an sans parvenir à absorber la demande. Avec un prix moyen de 24 € le mètre carré, la capitale est une des villes les plus chères d'Europe. Il n'en va pas de même en Allemagne, le pays rêvé pour les locataires. À Berlin, 85% des habitants louent leur appartement. C'est le taux le plus élevé d'Europe. Ici, le logement ne connaît pas la crise et habiter au cœur de la capitale n'est pas le privilège des plus riches. Même dans l'hypercentre de la métropole, dans le quartier très prisé de Mitte. Sur une des avenues les plus chics, ce couple de Berlinois de classe moyenne habite un 70 mètres carrés.
Constance Baum et Ronnie Muller y ont fondé leur foyer et comptent bien y voir leurs enfants grandir. Car contrairement aux Français, les locataires allemands bénéficient d'un bail illimité. J'habite ici depuis plus de 10 ans. Au début, j'ai emménagé toute seule. C'était un vrai palace pour moi. Puis mon chéri est venu s'installer. On était bien tous les deux. Maintenant qu'on est 4, on est un peu plus à l'étroit, mais c'est toujours aussi joli. Le loyer de ce 3 pièces est de 570 € par mois, 3 fois moins cher qu'à Paris. Sa hausse est encadrée par la loi. En 11 ans, il n'a augmenté que de 40 €. Moi aussi, je me sens très bien dans cet appartement. Et en plus, habiter dans Miteux, c'est pratique. C'est si central que nos déplacements sont courts et ça, c'est très chouette. Fais-moi un bisou. Ronnie, salarié dans l'édition, met un quart d'heure en vélo pour rejoindre son entreprise. Constance, professeure d'université, travaille souvent à domicile. Véritable luxe, elle ne prend le métro que 2 fois par semaine et sa voiture 1 fois par mois. On n'utilise la voiture que très rarement. D'ailleurs, on va en profiter pour vérifier si elle est toujours là. Car on pourrait nous l'enlever. Ici, il y a beaucoup d'interdictions de stationner. Car il y a souvent des défilés, des expositions dans les galeries d'art. On va regarder si elle est là. Ah, c'est bon. Elle est là-bas. T'as vu, elle est là-bas. Aucune ombre au tableau de ces locataires heureux qui comptent bien le rester. En Allemagne, le rêve de la propriété n'existe pas. Pourquoi acheter quand on se loge pour si peu? Constance et Ronnie gagnent 3 000 € par mois. Leur loyer, comme la moyenne des Allemands, ne représente que 18% de leurs revenus, contre 26% pour les Français. On vit bien comme cela. On est à l'aise et on a envie de continuer comme ça. On voyage, on mange bien, on fait tout ce qu'on a envie de faire. Tous les deux, on ne se voit pas du tout propriétaires. Ce n'est pas du tout dans notre mentalité. On ne veut pas être responsable du toit, de la cage d'escalier, du chauffage. Je me sens bien comme locataire. J'aime me dire que s'il y a un problème, je n'ai pas à m'en occuper moi-même. J'ai juste un coup de fil à passer au propriétaire. Ce n'est pas à ma charge. Et en plus, on ne passe pas par une agence. Pour nous, louer est une façon suffisante de posséder. Si les loyers sont si peu élevés à Berlin, c'est surtout parce que cette métropole ne souffre pas de pénurie de logements, comme à Paris. Depuis les années 90, les pouvoirs publics ont permis la construction de suffisamment de logements pour répondre aux besoins de la population. Ceci grâce à de nombreux terrains disponibles, un patrimoine foncier qui permet de bâtir à bas coût. Cet agent immobilier français a vu la ville se transformer, tirant profit de la chute du mur. On a pu construire à Berlin parce qu'il y avait cette cicatrice qui correspondait au mur qui séparait à l'époque Berlin-Est de Berlin-Ouest. Et ça a permis d'avoir du terrain disponible pour la construction. Et on a pu construire beaucoup de logements neufs à ces endroits-là. La chute du mur a libéré une large bande de terre de 43 km de long. Une opportunité formidable en plein centre-ville. Sur tout le territoire de la commune, toutes les friches disponibles ont été exploitées. Là, on est à Hallstralau, qui est une presqu'île et où beaucoup de logements neufs ont été construits au cours des dernières années. Avant, il y avait pas mal de bâtiments industriels, comme vous le voyez sur votre gauche, ou sinon c'était des champs et c'était assez vide.
Pour faire de Berlin la vitrine de l'Allemagne réunifiée, toutes les rues autrefois délabrées ont aussi été rénovées. Aujourd'hui, tout est quasiment rénové. Là, il en reste un là-bas, un immeuble, là dans cette rue, tu le vois là, qui est tout pourri. Et ici, t'en as un. T'en as un par rue encore à peu près, mais tout le reste a été rénové. Tout était comme ça il y a 20 ans. C'est fou, hein? C'est ainsi que Friedrichshain, quartier de Berlin-Est, est devenu en quelques années le repère d'une population jeune et branchée. Depuis leur construction il y a un siècle, la plupart de ces immeubles n'avaient jamais été rénovés comme cette résidence. Encouragés par des réductions d'impôts, ce sont les propriétaires qui payent les travaux. Alors là, c'est un immeuble, une résidence qui a été totalement réhabilitée, puisque auparavant elle était dans un état délabré, comme c'est le cas par exemple ici. Elle était comme ça avant. Elle était comme ça avant, donc il faut savoir qu'il n'y avait pas de toilettes, ou en tout cas elle était sur le palier, il y avait un chauffage au charbon, et des parties communes complètement délabrées et des appartements également en mauvais état. Avant la rénovation, les 2/3 des appartements étaient inoccupés, trop insalubres. Ils ont été remis sur le marché à 12 € le mètre carré, 2 fois moins cher qu'à Paris. De quoi attiser la convoitise des Français de plus en plus nombreux à investir outre-Rhin. Pour les accompagner, Arnaud Schott a créé il y a 5 ans cette agence immobilière. Attirés par les bas prix, leurs clients français lorgnent déjà sur les plus-values qu'ils pourraient réaliser à Berlin. On peut acheter un studio à partir de 80 à 100 000 €. Ce qui est impossible à Paris. Ce qui est impossible à Paris. Et un 2 pièces entre 150 et 200 000 est tout à fait envisageable. On a encore une perspective de progression intéressante. Et en plus, ça sécurise l'investisseur parce que Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le seul pays riche qui n'ait pas trop connu la crise ces derniers temps, en tout cas pour le moment. Et donc, Berlin sert de valeur refuge. Malgré une rentabilité assurée, les Français habitués à faire fructifier la pierre sont tentés même ici par la spéculation. On avait un client on lui a dit on peut le louer à 12-13. Ah non, moi j'en veux 17-18. Euros par mètre carré. Euros par mètre carré, évidemment. Et donc on le met, on n'aime pas faire ce genre de choses parce qu'on sait que ça ne marche pas. Et ici en Allemagne, vite se dit c'est Wucher. Wucher, c'est demander un prix beaucoup trop fort par rapport au marché. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Pourquoi? On se fait une mauvaise image. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Alors maintenant, ce qu'on fait, ce que j'ai fait moi, quand j'ai quelqu'un qui dit « mais moi je veux tant et tant », on ne le fait pas. Cherchez-vous une autre agence, on ne le fait pas parce que ce n'est pas notre objectif. Nous, on veut rester dans la bonne moyenne, contenter tout le monde, nos clients français et nos clients allemands, parce que les locataires sont la plupart d'Allemands. Partout dans le pays, la situation est la même qu'à Berlin, celle d'un parc immobilier suffisant pour répondre aux besoins d'une population qui régresse. Alors en France, pourquoi sommes-nous en manque de logements? Pour répondre à la demande et à l'augmentation de notre population, il faudrait en construire 500 000 par an. Nous en sommes incapables. Pour comprendre nos blocages, je vais enquêter sur les vrais décideurs, les maires des communes. Ce sont eux qui ont la main sur le territoire. Les communes agissent comme des fiefs féodaux, quoi. Et chaque commune décide ce qu'elle veut, parce que chaque maire est dans sa logique électoraliste. Les maires ont en France un pouvoir considérable. Ils ont les 3 pouvoirs clés que sont le plan d'urbanisme, le PLU, le permis de construire et le droit de préemption. Cette toute-puissance des maires pose surtout problème en région parisienne, où il faudrait créer 70 000 logements par an. Autour de Paris, les terrains sont rares. Le plus choquant, c'est qu'au lieu d'y créer des habitations, certains élus préfèrent y construire des bureaux, même s'ils restent vides.
Le dernier grand espace à bâtir était situé à Boulogne-Billancourt, autour de l'île Seguin. Alors, c'est sympa de vous intéresser à l'île Seguin. Exactement. C'est un superbe projet. Hein. Je vois. C'est extraordinaire. Franchement, c'est une très très belle mutation, une très belle réalisation d'un site industriel. C'est fantastique. Quand on voit ce cadre là, vous avez vu ces coteaux de Meudon, de Saint-Cloud, de Sèvres, cette courbe de la Seine, là, ça se construit pour 100 ans. Quoi. Voilà, on façonne tout un paysage, tout un secteur. Les centaines de personnes, les milliers de familles qui vont vivre là pendant des années, c'est vraiment bien. Si le maire de Boulogne est si enthousiaste, c'est qu'il a hérité d'un des plus grands chantiers de la décennie, celui des terrains libérés par l'usine Renault. La station de métro Billancourt a été financée par les frères Renault. On n'imagine pas ce que pouvait représenter la présence d'une entreprise comme Renault sur une ville. Et quand j'étais petit à l'école, moi j'avais un copain de classe sur 2 dont les parents travaillaient chez Renault. Quand Renault se retire, l'entreprise libère 50 hectares le long de la Seine. Une page blanche redessinée petit à petit par la mairie de Boulogne-Billancourt. Sur ce terrain, 5000 logements seulement sont construits. La ville aurait pu en construire 2 fois plus. Mais le maire trouve qu'accueillir des habitants supplémentaires, ça coûte cher. Il y a les 3 écoles, il y a les crèches, plus les équipements publics avec les gymnases. On a aussi ouvert une médiathèque dans le quartier, donc ça c'est complètement à la charge de la ville. On essaie d'apporter tous les éléments publics de confort nécessaires à une vie quotidienne la plus harmonieuse des familles. Ça, c'est un minimum quand on accueille 15 à 18 000 habitants. Bien sûr, il faut penser à tout. Il faut penser aussi aux espaces verts, il faut penser à la circulation, il faut penser au stationnement, il faut penser à la voirie, il faut penser à la propreté, il faut tout intégrer. Selon le maire, chaque nouvel habitant coûterait 8 000 € à la ville, alors qu'il ne rapporterait que 180 € d'impôts par an. C'est pour cette raison qu'il préfère remplir l'espace restant avec des bureaux. Accueillir des entreprises ne coûte rien et peut rapporter beaucoup à la commune. Quand vous avez 80 000 salariés qui viennent dans une commune, ils vont au pressing, ils vont chez le coiffeur, ils achètent éventuellement leur viande ou leur commerce dans les commerces de proximité, alimentaires. Voilà, et ça crée une dynamique pour la commune et ça améliore la qualité de vie d'ensemble. On ne va pas rajouter du logement. Boulogne-Billancourt, on compte déjà 115 000 habitants. On est déjà une ville très très grande, avec une grande densité. On ne fait que 618 hectares. Pourquoi vous voulez mettre du logement partout ? Dans la ville, des voix s'élèvent contre cette politique, comme celle de ce candidat à la mairie de Boulogne. Ce projet n'est-il pas démesuré ? Ne construit-on pas plus de bureaux qu'il n'en faut ? Vous voyez, allouer de grands plateaux de bureaux neufs, divisibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on construit des grands plateaux sans mettre de cloison et qu'en fonction de la commercialisation, quelqu'un peut retenir un étage, un moitié d'étage, un quart d'étage, et on finit par garnir petit à petit son immeuble. Oui, pourquoi il reste encore des mètres carrés à louer dans Parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui aient besoin de bureaux à Boulogne-Billancourt, c'est extrêmement simple. Je pense qu'au départ, il y a eu l'idée que les gens s'arracheraient ces bureaux. Parce que c'est vrai que Boulogne est une ville très prisée, c'est une ville, vous l'avez bien compris, essentiellement tournée vers le tertiaire, avec la publicité, la presse, le numérique. Et donc, on s'est dit, les gens vont se précipiter, on va mettre des sièges sociaux. Mais le problème, c'est que ce n'est pas extensible à l'infini. Malgré ces difficultés, 200 000 mètres carrés de bureaux supplémentaires sont déjà programmés. Dans cette rue, par exemple, cette construction s'élève juste en face d'un immeuble qui attend toujours des clients. Vous avez typiquement là l'offre ancienne qui n'est pas totalement satisfaite puisqu'il y a quand même il y a deux annonces, donc il y a plusieurs surfaces à la faire, quand même pas mal de mètres carrés. Hein. Et en face, on vous crée une offre supplémentaire. Ça, c'est le phénomène qui va se répertorier partout.
Les bureaux anciens ne trouveront plus preneur. Des bureaux anciens qui ont 10 ans, ça fait quand même... ça fait drôle. Sur toute la commune, combien de mètres carrés de bureaux restent inoccupés? Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de panneaux à louer un peu à droite à gauche. On parle de suroffre de bureaux. Qu'est-ce qu'aujourd'hui? C'est-à-dire que si on rajoute encore des mètres carrés de bureaux, aujourd'hui, on a des bureaux qui ont du mal à se louer. Non, c'est faux. C'est faux. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui vous dit ça. Les panneaux, vous savez très bien que les panneaux de location sur les façades des bureaux, ça fait de la publicité pour les bailleurs. Donc ils laissent leurs panneaux longtemps, mais la tour de Jean Nouvel, ça y est. Je crois qu'il n'y a plus qu'un étage qui est disponible, voilà. Le reste, l'immeuble Aurelium, ça y est, loué dans sa totalité. 85% des bureaux construits ou en cours de construction ont déjà des locataires. Moi, les commercialisateurs, on les voit régulièrement. Ils n'ont pas de problème particulier, je vous assure. Qui sont ces commercialisateurs qui informent le maire? Cela peut paraître aberrant, mais ce sont les agences immobilières qui gèrent les bureaux. Pour inciter les élus à en construire toujours plus, elles ont tout intérêt à dresser un bilan flatteur de leur activité. Pourtant, la simple consultation d'une base de données professionnelle montre une réalité moins avantageuse. Le GRECAM recense toutes les offres de bureaux à louer en Île-de-France. Boulogne compte 74 annonces, plus de 215 000 m² vacants. Parmi ces immeubles, l'Aurelium. Le maire pense que ce bâtiment doré est complet, alors qu'il est à moitié vide. Comment fonctionne ce marché? Les agences immobilières ne m'accorderont pas d'interview. J'appelle donc leurs commerciaux. Je prétends être une cliente à la recherche de bureaux. En 24 heures, ils m'organisent la visite d'une dizaine d'immeubles. Je vais découvrir un monde bâti sur une illusion. Premier rendez-vous devant le Prime, cet immeuble de bureaux. Pour la visite des lieux, j'ai le droit à 2 commerciaux très motivés. Ce panneau indique que 3 étages sur 7 sont inoccupés. Pour me convaincre de les louer, les vendeurs m'inondent d'arguments. Ici, j'insiste, tout est neuf. Donc, lorsque vous allez utiliser votre clim, votre chauffage, les ascenseurs, je veux dire, tout est neuf. Donc, c'est quand même important de ne pas avoir des équipements qui ont juste été réalisés, revus. Devant mon air sceptique, et sans rien demander, la commerciale me propose très vite une franchise, c'est-à-dire des mois de loyer gratuits. On saura négocier la franchise de loyer pour vous permettre la participation à des travaux, pour vous permettre d'installer votre partie, en tout cas, de vos aménagements. Deuxième rendez-vous à l'Arc de Seine, où la remise sur le loyer est plus importante encore. On fait évidemment de la franchise. En gros, c'est 2 mois par année d'engagement, c'est-à-dire que d'ici 6 ans, vous allez avoir 1 an. Et puis aussi de l'accompagnement travaux, c'est une centaine d'euros, voire un peu plus par mètre carré de louer pour participer à vos travaux. Soit un minimum d'une année de loyer gratuit pour 6 ans de location. Troisième rendez-vous dans l'immeuble Star de Boulogne, l'Horizon de l'architecte Jean Nouvel. Malgré l'aura de son concepteur, 20% de la surface ne sont toujours pas loués. Là aussi, on me propose un loyer annuel de 350 € par mètre carré, au lieu des 450 affichés. À une seule condition, ne pas l'écrire sur le contrat de location. Pourquoi on n'affiche pas directement le vrai loyer? On a pu valoriser à 200 millions parce que le loyer est 750, 500 € par mètre carré. Si vous écrivez en gros sur le document que finalement le loyer est à 250 ou 350 €, on a plus la même valeur. Et donc ça décote le jour où ils veulent leur vote. Et même la réaction, c'est une bulle. C'est une bulle, oui. Une bulle, car ces tours de passe-passe servent à surestimer la valeur de l'immeuble. Si cette bulle éclate, c'est tout le marché immobilier qui risque d'en pâtir. Car cette pratique est très répandue dans le secteur. Dans l'univers des bureaux,
Tout le monde s'entend pour camoufler les vrais chiffres. Il y a 5 ans, Jean-Michel Sihuch a rompu avec cette tradition à ses dépens. Il était alors directeur des études au Crédit Foncier. Alors, dans l'article du journal de la Tribune du 4 juillet 2009, vous avez communiqué des informations engageant le Crédit Foncier sans échanger préalablement avec votre hiérarchie. Vous comprendrez sûrement qu'aboutir à une tonalité générale trop négative, en trop grand décalage par rapport au discours général volontariste de relance, est préjudiciable à la notoriété du Crédit Foncier. On m'a reproché d'avoir diffusé des informations trop pessimistes sur l'évolution du marché de bureaux et qui étaient en décalage avec ce que le Crédit Foncier voulait officiellement, à savoir une politique de relance. Et pourquoi c'est un problème de donner des informations négatives? C'est un problème à partir du moment où les clients ou certains acteurs, des promoteurs, n'acceptent pas ces informations parce que justement ça n'arrange pas leurs intérêts. Voilà. Donc ils n'ont pas accepté, ils se sont plaints et j'ai été licencié à la suite de ça. Pour cet analyste, le logement pâtit directement de cette illusion entretenue autour des bureaux. On est basé sur de l'artificiel, évidemment. Ça nuit, bien évidemment, à l'immobilier entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui surpayent, il y a des propriétaires, le pouvoir public, les maires, qui finalement prennent des décisions sur la base d'informations erronées. Et puis ça nuit également à l'immobilier de logement, parce qu'à force de vouloir faire passer une entreprise pour ce qu'il n'est pas en termes de performance, eh bien, il y a des gens qui n'investissent plus dans le logement. Comme Boulogne-Billancourt, la région parisienne croule sous les bureaux vacants. Sur Paris et la Petite Couronne, 6 millions de mètres carrés attendent aujourd'hui d'être loués. 6 millions de mètres carrés vides, alors qu'en Île-de-France, les logements ont du mal à sortir de terre. Ce qui est intéressant, c'est que si on rapporte la construction de logements neufs à la population, la région dans laquelle on a le moins construit en France, c'est de très loin l'Île-de-France. On a construit, encore une fois, rapporté à la population, 2,5 fois plus de logements en Languedoc-Roussillon ou en Bretagne qu'en Île-de-France. On peut construire beaucoup, mais si on ne construit pas ce qu'il faut, pas là où il faut et pas au prix qu'il faut, on ne résout rien. On dépense de l'argent public pour rien. Depuis 30 ans, l'État dépense beaucoup pour encourager la construction. Des milliards d'euros qui n'ont aucun effet sur la pénurie de logements. Une des aides publiques les plus coûteuses et les plus controversées, c'est la défiscalisation. Cette loi vous permet de réduire ou d'annuler le montant de vos impôts jusqu'à plus de 7 000 € par an pendant 9 ans. Pour cela, il vous suffit d'investir dans un bien immobilier neuf et de le confier en location. Un cadeau fiscal pour les Français les plus favorisés. Périssol, Robien, Cellier et aujourd'hui Duflot, ces décideurs politiques ont tous donné leur nom à ce dispositif. En 10 ans, 600 000 habitations ont ainsi été construites. L'aberration, c'est que beaucoup d'entre elles se sont accumulées là où il n'y a pas de besoin. En 2009, le Crédit Foncier publie cette carte pour alerter les pouvoirs publics. Cette cinquantaine de ronds bleus indique les villes qui ont déjà trop de logements, comme Besançon. Jean-Michel Sihuch a participé à la création de cette carte. Besançon commençait à souffrir d'une surproduction de logements. Besançon n'est pas une ville dont la croissance de la population est très élevée. Donc il est arrivé un moment où un certain déséquilibre entre l'offre et la demande a commencé à se faire jour. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on a dit qu'il y avait un risque dans certaines communes, dont Besançon, et qu'il fallait faire attention. À Besançon, cet avertissement a-t-il été pris en compte? À l'extrême est de la France, la capitale de la Franche-Comté se trouve à l'écart des grands axes de circulation. Son essor s'est arrêté avec la fin de l'horlogerie dans les années 70. Sa démographie s'est alors figée. Pourtant, les chantiers de construction n'ont jamais été aussi nombreux. Depuis 5 ans, 900 habitations sont bâties chaque année. Des quartiers entiers ont émergé
la majorité grâce à la défiscalisation. Cette résidence a été achevée en 2009. Plus de 300 appartements et une ambiance un peu trop calme. Le seul locataire que je rencontre ne souhaite pas être filmé. Là, je vois que c'est marqué à louer. Et là, par exemple, qu'est-ce qui est vide, là? Tout ce qui est pratiquement rez-de-chaussée. 3, 4, 5, 6. Ah oui, il y a des panneaux à louer partout. Et donc là, si on compte le nombre d'appartements vides, ça fait combien? 115 appartements, je crois. Oui, il doit y en avoir au moins une cinquantaine de vides. Au moins. Presque la moitié? Ouais, pratiquement. Ouais. Ça fait combien de temps qu'ils sont à louer? Ceux-là, ça fait très très longtemps. Très longtemps? Ça veut dire quoi? Le dernier, c'était un ancien, et ça fait au moins 3 ans qu'il est parti. Au moins 2-3 ans qu'il est parti. D'accord. Mais il y en a, ils n'ont jamais été loués, carrément. Ah bon? Ah ouais, d'accord. À Besançon, les appartements ont de plus en plus de mal à trouver preneur. Ce conseiller en patrimoine reçoit régulièrement, comme ce matin, des propriétaires aux abois. Bien. Alors, on avait prévu aujourd'hui de travailler un petit peu sur l'immeuble locatif que vous détenez rue de Dole. Aujourd'hui, j'ai à peu près 20% de vacances locatives. Et chaque année, ça s'aggrave. Ce taux de vacances locatives, vous l'expliquez par quoi? Je ne sais pas, moi j'ai que les résultats. Ce que je sais, c'est qu'avant, j'ai une affiche au bord d'un propriétaire et les gens donc me téléphonaient 4, 5, 6, même 7 fois par semaine. Presque tous les jours, j'avais un téléphone pour avoir un appartement. Et j'en avais pas de disponible. Aujourd'hui, j'en ai 3, 4 par mois, puis encore, c'est pas sûr. Est-ce que ça vous surprend, vous, par rapport à ce que vous connaissez du marché de Besançon? Non, ça ne me surprend pas. On a beaucoup d'appartements neufs qui se construisent, de réalisation même de maisons individuelles qui se louent par ailleurs. Et on n'a pas une demande locative qui s'accroît. On n'est pas sur un pôle économique comme Lyon, Nantes ou Bordeaux. Donc forcément, il faut bien retenir une chose, c'est que le marché locatif n'est qu'un wagon. La locomotive, c'est l'économie. Et aujourd'hui, le wagon se développe plus que la locomotive. Donc on a un problème de suroffre de biens, neufs notamment, sur le marché. Depuis la multiplication des chantiers, le nombre de logements vides a augmenté. En 3 ans, le taux de vacances est passé de 6,8% à 10%. Avec un tel pourcentage, Besançon fait partie des villes en suroffre. La ville ne devrait donc pas faire partie du nouveau dispositif Duflot, car la ministre du Logement martèle que, contrairement à ses prédécesseurs, sa défiscalisation ne concerne que les zones en pénurie. Un autre modèle urbain est indispensable, mais il ne pourra émerger sans un changement d'approche. Elle dépendra largement de notre capacité à construire plus, tout en construisant mieux, c'est-à-dire là où sont les besoins. Cette promesse est ainsi traduite dans la loi. La réduction d'impôts s'applique exclusivement dans des zones se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logement. L'intention est claire, sauf que des dérogations sont possibles, et Besançon en a bénéficié. Pourquoi ce traitement de faveur? Je vais trouver la réponse au salon de l'immobilier qui se tient dans la ville. Ici, tous les promoteurs savent que Besançon n'aurait pas dû bénéficier de la défiscalisation. On va dire, en tant que tel, réellement, de la situation de la ville, on n'aurait pas besoin. De Duflot, on n'a pas besoin de Duflot, non. Par contre, si on arrête le Duflot, les promoteurs, ils construisent plus. C'est tout un engrenage avec les artisans, la TVA qui rentre pour l'État. Donc après, c'est de l'emploi qui... C'est de l'emploi aussi, voilà. L'avantage, c'est qu'on peut travailler toutes les entreprises de la région, donc les constructeurs, le charpentier, l'électricien. On veut dire qu'il y a un besoin de logement. Après, on peut l'analyser autrement, en se disant que c'est politique. Toutes ces résidences, lancées grâce à la défiscalisation, serviraient surtout à maintenir l'emploi dans le bâtiment. Pour en profiter, les promoteurs ont fait pression sur les élus et ne s'en cachent pas. À l'ouest de la ville, il y a 5 ans ici, tout n'était que prairie. Dans ce quartier à terme, 1200 habitations seront construites. Ce vaste chantier fait vivre les constructeurs de la région. Tout ceci grâce au maire qui a décroché la dérogation au grand bonheur de ces 2 promoteurs.
On a un maire qui s'occupe de sa ville, qui est très présent. Et que s'il ressent le besoin des telle activité ou telle activité, c'est qu'il sent que c'est bien pour sa ville. Et vous, il vous a aidé? Mais écoutez, on a demandé, enfin, c'est pas uniquement nous, je dirais, à 2 reprises, pour le Cellier et pour le Duflot, on a dû se mobiliser pour montrer les besoins que nous avions en tant que capitale régionale, et c'est à ce titre qu'il nous a, entre guillemets, qu'il a aidé la ville à être éligible aussi bien à un dispositif Cellier, puisque c'était le cas, qu'à un dispositif Duflot. La vacance a augmenté de 4%. Impossible pour les promoteurs de reconnaître publiquement la suroffre de logements. Ils risqueraient de perdre la défiscalisation. Qui dit aujourd'hui on a augmenté de 4%? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je dis que c'est faux. Je m'insurge dessus. Vous pensez qu'aujourd'hui les appartements ne se vident pas parce qu'on a construit trop de logements? Non, mais notamment grâce à la défiscalisation. Non, vous voyez, ça c'est très facile. Je veux dire, c'est un trait qui est grossier. Si la France entière n'était pas éligible à un dispositif fiscal, nous serions d'accord. Mais à partir du moment où il y a un dispositif fiscal qui existe, je ne vois pas pourquoi nous devrions en être écartés. Voilà, c'est tout. On ne peut pas dire on arrête tout parce qu'on va réduire mécaniquement les ventes des promoteurs quasiment de moitié, donc ils vont arrêter de construire. Du coup, le secteur économique de la production de logements neufs est dans une situation de dépendance. C'est exactement comme une drogue. À Besançon, toute la ville est entrée dans cette dépendance. Le nouveau visage de la cité a été financé grâce à cette aide fiscale. Plus de 8 millions d'euros payés chaque année par l'ensemble des Français. Le maire a ainsi pu lancer ses grands travaux sur tout le territoire de la commune. Ces zones bleues et rouges sont des quartiers en construction. À la fois, il y a des nouvelles surfaces qui sont affectées au logement, mais aussi des surfaces qui sont reconverties parce que l'espace est rare et qu'on doit se battre en permanence contre l'étalement urbain. Partout, ça doit se développer d'une façon très harmonieuse. Comme les promoteurs, Jean-Louis Fousseret refuse dans un premier temps de parler de suroffre. Il n'y a pas de logement vacant ici. C'est-à-dire, il y a très peu. Combien? Je n'ai pas le chiffre en tête. D'accord. Mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce que dans les chiffres que vous publiez, on voit que la vacance augmente, elle est de 6% en 2009, elle est de 10% en 2012. C'est-à-dire qu'elle a augmenté de 4 points, ce qui fait partie des records. Oui. Non? Pour le maire, qu'importe les logements vides, pourvu qu'on ait l'emploi. On dit bien que quand le bâtiment va, tout va. On sait très bien que si on arrêtait un dispositif tel que celui-ci, cela posait des problèmes d'emploi. Et en plus, au-delà de ça, je sens qu'il y a demande. Et on va continuer à construire dans les années à venir. Toutes les villes qui ne l'ont pas construit sont des villes qui sont en train de mourir. D'accord. L'objectif, c'est de retenir la population et de faire... Mais bien sûr, l'objectif, c'est qu'il reste des habitants dans cette ville pour faire vivre la ville. Bien sûr, oui. Oui, je comprends. C'est ça. À Besançon, le dispositif Duflot est détourné de son objectif initial, pallier la pénurie de logements. Tous les biens défiscalisés bâtis ici depuis 2009 coûteront au total 110 millions d'euros à l'État. Combien de villes ont obtenu elles aussi une dérogation? Nous exposons le cas de Besançon à la ministre du Logement. Nous sommes passés de 6% à 10% de vacances des appartements. Et donc, alors là, comment on explique? Là, il faudrait savoir précisément, effectivement, quels ont été les critères qui ont amené le préfet à prendre cette décision. Mais ils doivent exister, ils sont objectifs, les critères qui permettent de décider de la tension, qui permettent de délivrer l'exception. Vous connaissez un peu le profil de Besançon? Oui, alors là, je ne peux pas vous dire de tête. Besançon, c'est une ville qui est plutôt en stagnation de population. Je peux pas, là, vous allez pouvoir me faire une démonstration qui prouverait que vous faites l'analyse qu'il n'aurait pas fallu donner la dérogation. Je ne peux pas vous le dire à ce stade parce que moi je n'ai pas les éléments qui me permettent de répondre. D'accord. Et la dérogation, est-ce qu'elle est l'exception? C'est un peu la question. J'ai pas l'impression. Oui, on peut vous donner le nombre de communes qui ont obtenu des dérogations, mais je peux vous assurer que ça n'est pas la règle. Quels sont les critères retenus par le préfet pour Besançon? Au téléphone,
un responsable préfectoral. De Besançon appartient à une unité urbaine de plus de 20 000 habitants. D'accord. À partir de là, donc, il n'y avait pas de raison de lui refuser son agrément. La dérogation a donc été attribuée sur un critère de taille et non pas de pénurie de logements comme le prévoit la loi. En France, elle a été accordée à 693 communes. Le ministère du Logement n'est malheureusement pas capable de nous préciser lesquelles. Moralité, en matière de construction, l'État a peu de poids face à la pression des élus locaux. Surtout pour créer des logements sociaux. La loi SRU impose à toutes les communes de plus de 3500 habitants d'atteindre 20% de HLM. 527 villes ne tiennent pas cet objectif. Certains départements battent même des records comme dans les Alpes-Maritimes. Sur 39 villes concernées, seules 3 respectent la loi. Et 30 d'entre elles comptent moins de 10% de logements sociaux. Je vais enquêter sur cette Côte d'Azur, si peu respectueuse de la loi, et en particulier à Saint-Paul-de-Vence, qui ne compte que 1% de HLM. Ce village touristique a connu ses heures de gloire dans les années 50, avec les parties de pétanque entre Yves Montand et Lino Ventura. Depuis, de nombreuses grandes fortunes y ont élu domicile. Cette douce tranquillité est perturbée ce matin par une dizaine de militants du Front de gauche. Bonjour, vous êtes dans une ville où il n'y a pas de logements sociaux. Voilà, donc c'est l'information. Entre des touristes peu concernés et quelques commerçants réticents, le message passe difficilement. Et il nous disait il nous dit si on n'a pas honte. On n'a pas honte de se battre pour le logement social. Franchement, ils sont graves. Hein. C'est avant tout le maire que ces militants veulent interpeller. Avec ce faux permis de construire, affiché à l'entrée de la mairie. On fait ça parce qu'on est dans une agglomération où les logements sociaux, ici sur la Côte d'Azur, sont pratiquement inexistants. Et là, on est dans la commune, une des 2 communes qui bat le record malheureusement de l'absence de logements sociaux, puisqu'aujourd'hui, à Saint-Paul, il y a 12 logements sociaux, voilà, et qu'il en faudrait, pour atteindre le quota de la loi SRU, 240. Vous savez, tous les gens qui viennent ici, qui leur cirent les godasses, qui leur font le jardin, qui leur coupent les branches, qui leur repassent les pantalons et tout ça, où ils vont habiter. C'est les petites mains qui ont construit, qui ont monté ces pierres, qui ont monté ces rues, qui ont fait ça. À l'époque, s'ils avaient le loyer d'aujourd'hui, il n'y a personne qui aurait construit Saint-Paul. Faut pas exagérer. Hein. Ici, les loyers sont 50% plus chers que la moyenne française. Un regret pour René Buron, maire de Saint-Paul-de-Vence depuis 6 ans. Il rêve lui aussi d'une ville plus accueillante pour les bas salaires. Si on n'a pas la chance d'avoir une terre ou une maison qui appartient à la famille, les jeunes couples, même qui travaillent, hein, ils n'ont pas les moyens de vivre ici. Enfin, une société, c'est une harmonie entre des jeunes et des vieux, entre des anciens plutôt, entre des personnes qui ont des enfants et qui n'ont pas d'enfants, etc. Enfin, et qui peuvent participer aux différentes activités de la commune. C'est ça. Alors que si vous faites, je vais prendre un terme qui ne s'applique pas ici, mais une sorte de ghetto de riches, c'est risqué pour la vie de la commune. Pour retrouver cette mixité sociale, René Buron a un projet. En fait, on le voit bien d'ici, c'est là, le terrain. Vous apercevez des peupliers, vous apercevez un grand grillage. C'était un terrain de football. Nous avons prévu ici de faire 24 logements sociaux. C'est la première construction de HLM depuis 20 ans. Une petite révolution. Il faut que ça soit remarquablement réussi, il faut que ça soit exemplaire, qu'on puisse dire la prochaine fois qu'on va faire autre chose dans un autre endroit, il faut dire, mais regardez ce qui a été fait là-bas. C'est impeccable, je voudrais y aller. Vous ouvrez une voie.
on va ouvrir une voie. Une première pierre. Le maire veut construire chaque année 8 nouveaux logements sociaux sur les seuls terrains disponibles de la commune, au milieu de ces villas. Le projet soulève l'opposition de nombreux habitants. Ce natif de Saint-Paul a pris la tête de la contestation. Avec ses riverains, ils font front contre la construction de HLM sur ce terrain agricole en jachère. Donc alors sur ce terrain, 12 logements sociaux sont prévus. Alors ce qui nous gêne, c'est que déjà le choix du terrain nous semble mal approprié. Hein. La liste de leurs critiques est inépuisable. Le terrain est dangereux. C'est un terrain qui est imperméable. Les eaux descendent de la route des serres, ravinent tout le terrain. C'est un spectacle incroyable quand il y a les grandes pluies. Ils vont faire une concentration de personnes à l'intérieur des terres et qui seront plus difficiles à évacuer. Le mieux, c'est de choisir des terrains qui sont en périphérie de la commune ou de routes principales pour qu'ils puissent être évacués rapidement. Très vite, ils en viennent à ce qui les inquiète vraiment. Voilà, vécu aux côtés des bidonvilles, comme je l'ai fait à Nairobi, pour voir que les gens des bidonvilles ne rêvent que d'une chose, c'est de la villa du en face. Ah, et la tentation sera forte, très très forte. Certes, on a son lit. Certes, on a le beau temps. Et puis, une fois qu'on a vu ça, on ne peut pas penser à ça 24 sur 24. Il y a un jour où on regarde le fauteuil de l'autre. On voit ce qu'il mange. On voit ce qu'il a. Et puis, on n'est pas content et on n'a pas tort. Sur le même chemin, 500 mètres plus loin, ces riverains nous conduisent vers l'objet de toutes leurs inquiétudes. Un modèle qu'ils veulent surtout ne pas voir se multiplier dans leur commune. On arrive où, là? Sur les logements sociaux qui existent déjà sur la commune de Saint-Paul-de-Vence et qui sont sur le chemin du cercle. Voilà. Je rentre pas là. Ouais. Non, c'est tout. Pourquoi? Parce que les personnes qui se trouvent ici ne voient pas ça d'un bon oeil, hein, c'est tout. Hein. Faut pas aller marcher sur leur plate-bande. Hein. Non, oulala. Ils ont déjà eu du mal à obtenir le truc. Non, parce que d'habitude, il y a toujours deux petits jeunes, là, ici. C'est vrai? Oui, avec la capuche, tout, qui sont en train de... Il faut le garder. Qui gardent? Non, mais sérieusement. Non, je m'aventure pas là-bas. Hein. Ça, c'est certain. Essayez d'aller là-bas, vous allez voir. Vous allez voir si vous ne voyez pas les gens sortir sur leur porte. Je vais y aller, mais maintenant j'ai peur, j'y vais plus. Vous rigolez? Je rigole pas du tout, moi. Ah non? Ouh là là. Depuis plusieurs mois, les riverains se mobilisent, comme ce soir. Pour bloquer la construction de HLM, ces propriétaires de villas ont été jusqu'à porter l'affaire en justice. Cadres en activité ou retraités, tous partagent le même mode de vie. C'est entre soi, ils y tiennent. La problématique, c'est surtout qui va venir et est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème de masse par rapport aux habitants actuels et des gens qui viennent peut-être avec un autre esprit que ceux qui y habitent déjà et qui sont respectueux de la nature, respectueux de la propreté. Il faut faire le tri. Moi, j'ai précisé, il faut faire un tri. Il faut choisir. Et c'est quoi les critères pour intégrer quelqu'un à Saint-Paul? Entre ce monde de propriétaires et la France d'en bas, le fossé s'est creusé. Que se passe-t-il donc dans ces HLM qui suscitent tant de fantasmes? Qui sont leurs occupants? Passons de l'autre côté. Il s'est passé quelque chose ici? Non. Un jour? Quelquefois il y a des problèmes, mais bon, voilà. De quel genre? Des petits trucs de merde. De voisinage, quoi. Ouais, voilà. Une dispute, voilà. Pas souvent, mais bon, rien de grave. C'est tranquille, quoi. Ouais, c'est tranquille. Ouais. Là, vous savez un peu qui habite là, par exemple, là? C'est des familles, c'est quoi? Ouais, des familles. Là-bas, il y a des gens, regardez. Il y a notre voisine qui travaille à la mairie. Après, les autres, je sais pas. Il y en a un qui travaille à l'OPAM, à Nice. À l'office HLM? Ouais, un truc comme ça. Ouais. Après, les autres, une à les nounous. Voilà. Et vous travaillez? Ouais, moi, j'ai mon entreprise. Voilà. D'accord. De maçonnerie, c'est ça? Hein? Non, dans les jardins. Ah, c'est vous les jardins. Et vous, c'est la maçonnerie? Moi, c'est maçonnerie. D'accord. Et donc, vous travaillez toute la journée, quoi. Oui.
Nous avons été triés sur le volet, c'est-à-dire que les personnes qui habitent dans ces logements sociaux travaillent donc pour la commune. La plupart, oui. La plupart, voilà, c'est ça. Donc, et vous avez travaillé en tant que quoi? Je travaille à l'office de tourisme et au musée municipal de Saint-Paul. Donc là, franchement, je ne comprends pas. Non, il n'y a pas de délinquance du tout. Dans tous les villages, ils font les logements sociaux sans problème. À la Colle, ils les ont fait, à Tourette, ils les ont fait, à Saint-Jeannet. Et il n'y a qu'ici le problème. Et ici, il n'y a qu'Ici. Ici. Vous Savez, ils ont honte des pauvres. Vous savez, c'est de faux riches. C'est de faux riches qui disent ça. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont peur que le cambriole. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on les cambriole. Voilà, c'est ça, de faux riches. Ils n'ont pas de figure. Mais ils ne disent pas directement nous. Ils disent derrière de notre dos, c'est de peigne au cul. Voilà. Les HLM, c'est un objet profondément répulsif. Ce qui peut sembler incroyable quand on regarde la réalité de ce qu'a été la production de logements sociaux depuis maintenant au moins 30 ans, qui sont des immeubles de très belle qualité, totalement insérés dans le paysage urbain, dans l'espace urbain, et devenus en fait complètement invisibles. Et c'est presque cette invisibilité qui pose problème. C'est un paradoxe, parce que du coup, si ceux-là sont invisibles, eh bien la seule image des HLM qu'on a, c'est toujours les HLM des années 60 et des années 70. Et des gens qui habitent dedans et des problèmes sociaux qu'il y a dedans. Et qui, du coup, gardent cette force répulsive chez des propriétaires, chez des élus locaux aussi. Bien souvent, ce sont les maires qui freinent les projets de logements sociaux. Comme au Cannet, à 25 km de Saint-Paul-de-Vence. Cette ville de 42 000 habitants ne compte que 7% de HLM, 3 fois moins que le taux prévu par la loi. Pourtant, sur tout le territoire de la commune, l'activité du bâtiment bat son plein. La municipalité a donné son feu vert à toutes ces résidences de standing. Selon la loi, elle devrait imposer 30% d'habitation sociale dans ses programmes immobiliers. Un pouvoir qu'elle n'utiliserait pas, selon ses élus d'opposition. L'activité BTP se poursuit, mais malheureusement, comme il n'y a pas de volonté d'imposer aux promoteurs un pourcentage de logements sociaux dans les constructions neuves à venir, eh bien, on n'est pas prêt de résorber le retard enregistré en matière de logements sociaux sur la commune. Pour respecter la loi, le Cannet devrait créer 3000 logements sociaux. Ces 6 dernières années, aucun n'a été livré. Cette inertie a fini par agacer les autorités de l'État. Au cœur de ce conflit, ce terrain qui appartient à la commune. La mairie veut y bâtir 12 villas avec piscine sur l'emplacement d'une ancienne crèche qu'elle a même déjà rasée. Ici, vous aviez des bâtiments, une crèche municipale qui a été complètement détruite. Il n'y a pas longtemps. Ah ben non, il y a quelques mois. Hein. Moi, je l'ai visité ce terrain il y a 1 an et il y était toujours. Donc tout ça pour préparer l'implantation des fameuses villas. Donc c'est cohérent. Disons qu'on a peut-être été un peu plus vite que la musique en la matière. Voilà. Pour ce projet de villa, la mairie n'avait plus qu'à vendre son terrain à un promoteur privé. C'est sans compter la préfecture des Alpes-Maritimes. En décembre 2012, le préfet publie cet arrêté. Il veut réquisitionner le terrain pour imposer 80 logements sociaux. Une procédure exceptionnelle. Du coup, la commune préfère retirer le terrain de la vente pour empêcher la création de HLM. Pendant 3 mois, je n'ai cessé de demander un rendez-vous avec la mairie du Cannet. Sans succès. Ce matin, je profite d'un conseil municipal pour aller à la rencontre de la maire, Michel Tabarot. D'accord, mais c'est pour ça que je me permets de venir vers vous, pour comprendre un petit peu pourquoi vous vous opposez à ce projet. Pourquoi on s'oppose à quoi? Au projet de construction de logements sociaux au terrain de l'Aubared.
un projet qui a été présenté par le préfet pour faire 80 et quelques logements sociaux et vous êtes opposé à sa construction. C'est ça ? Sur un écolotissement, vous avez prévu au lieu de faire des logements sociaux. Effectivement, c'est un terrain avec des petites maisons à côté. On est resté dans le même esprit, en écolotissement. Voilà. D'accord, mais en logement social, il vous manque à peu près 3000 logements sociaux sur la ville. Ah oui, ben vous savez que c'est la ville la plus dense du département. D'accord, mais vous avez un terrain libre. J'ai des prédécesseurs qui ont construit le Canet à 95%. Donc on donne très très peu. Vous regarderez, notre population n'a pas bougé depuis de très nombreuses années. Et on donne très très peu de permis. Voilà, mais vous avez un terrain libre aujourd'hui. C'est pas le projet de la ville, quoi, la ville. Quel est le projet de la ville alors? Vous pouvez arrêter s'il vous plaît, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. La loi elle est faite pour être appliquée par tout le monde et je pense vraiment que c'est profondément inquiétant de voir des maires dire « moi je ne l'appliquerai pas ». Donc je pense qu'il y a une responsabilité collective et à l'échelle de l'État de dire on ne doit pas laisser faire ça parce que c'est un très mauvais message adressé à tout le monde. C'est un très mauvais exemple. Ces maires sont de très mauvais exemples. Alors, il y en a peu en réalité. En France, il existe des mairies qui, au contraire, défendent les HLM depuis toujours. Je me rends à Rennes, une ville souvent citée comme modèle. Cette commune dispose de 30% de logements sociaux. Pour l'élu chargé de l'habitat, c'est un atout pour la ville. Souvent, le logement est une politique qui est subie. Nous, elle n'est pas subie, elle est volontaire. Si vous voulez qu'une entreprise s'implante sur un territoire, il faut qu'elle puisse s'assurer qu'avec les salaires qu'elle a, elle puisse à la fois loger ses cadres, mais aussi ses salariés avec des revenus modestes. Pour développer son parc social, Rennes est devenu le plus grand propriétaire terrien de la ville. C'est le résultat de 60 ans d'achat de terrain, comme celui-ci situé en périphérie. Entre 1953 et 2007, il y a eu 2 maires à Rennes. Et tous les deux avaient acheté du terrain. Et donc, quand on a eu besoin d'étendre le nombre de logements sur Rennes, il y avait les terrains disponibles. Et bien évidemment, comme ils ont été acquis depuis très très longtemps, ils sont à un prix très bas. Ce terrain a été acheté en 1958, quelques francs du mètre carré. 1300 logements, dont un quart d'habitat social, y seront construits. Pour favoriser la mixité sociale, la mairie n'hésite pas non plus à utiliser tous les outils que lui procure la loi. Dans les quartiers chics de la ville, elle impose sa politique aux constructeurs. Ici, on est dans un quartier où il y avait un manque de logement social, et on a fait valoir aux promoteurs privés qu'il y avait sur ce terrain-là une obligation de réaliser 50% de logements sociaux. C'est développé ici le logement privé, avec même des maisons individuelles. Vous voyez, ici, il y a 6 maisons individuelles. Et puis là, vous avez le logement social qui se développe et qui représente 50% des logements de l'opération. La métropole dispose de 45 000 logements sociaux. De quoi répondre à la demande dans un délai record. Moins d'1 an, contre plusieurs années à Paris. Cette mère célibataire n'a attendu elle que 9 mois. À ses côtés, un salarié de l'office HLM l'accompagne à la découverte de son futur appartement. Le sourire aux lèvres, Vanessa Cordon découvre son nouveau 4 pièces refait à neuf. Jusqu'à présent, cette mère de 3 enfants vivait dans un 3 pièces, loué dans le privé. Eh ben, ça va donner une chambre chacun. Donc là, je pense que ça va être la mienne. Là,